Donc, comme promis dans la vidéo précédente sur les matrices à coefficients entiers, on va démontrer les deux résultats que j'ai écrits ici. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir vu la première vidéo du coup, puisque je vais les démontrer comme ça. Mais après, c'est vrai que ces résultats bruts comme ça ont peu d'intérêt. Ils sont plus intéressants quand ils sont inscrits dans ce qu'on a fait précédemment, notamment parce qu'on va déjà utiliser les résultats de la vidéo précédente, mais aussi parce que c'est une certaine continuité avec ce qu'on avait fait avant. Mais c'est pas grave, donc dans tous les cas, vous pouvez quand même suivre. Donc on va démontrer ces deux trucs-là. Donc ce sera beaucoup plus court normalement que les vidéos d'avant. Donc premier, c'est que si A est une matrice inversible de taille 2, à coefficient entier, d'accord, ben, si elle est d'ordre fini, c'est-à-dire s'il existe un entier m supérieur à 1, tel que A puissance m égale l'identité, et ben alors cet ordre-là, justement, le plus petit entier m qui vérifie ça, c'est 1, 2, 3, 4 ou 6, et ça peut pas être 5. Donc ça, on va le voir, et ça va être l'occasion d'utiliser les polynômes caractéristiques, donc ce sera intéressant. Et le deuxième résultat, bon, moins intéressant, mais bon, c'est pas une généralisation du tout en taille n, ça n'a même rien à voir. Mais c'est quand même un résultat sur les matrices à coefficient entier de taille n inversible. Parce que si elle est d'ordre fini, m supérieur ou égal à 2, et alors si on prend un entier premier, p supérieur ou égal à 3, on peut montrer que m moins l'identité n'a jamais tous ces coefficients en fait qui sont divisibles par p. Ok, par un nombre premier. Donc je trouve ça sympa juste pour la culture parce que ça fait le lien entre voilà matrice, inversibilité et à la fois nombre premier. Donc ça, dans certains concours, ils aiment bien les nombres premiers, donc on va faire ça. Tout en restant sur le thème des matrices. Donc voilà, et après ça clôturera ce petit chapitre sur les matrices au coefficient entier. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouve qu'il y a pas mal de trucs à dire, comme vous l'avez vu, assez variés. On peut parler de groupes diédrales, tout ça, donc je trouve ça intéressant. Voilà, ça permet de pratiquer un peu ce qu'on fait en deuxième année, du coup, polynôme caractéristique, tout ça. Même s'il y en a qui le voient déjà en sup. Ok, donc on va y aller. Alors déjà, on va du coup définir ce que c'est le polynôme caractéristique. Donc le polynôme caractéristique d'une matrice en fait. Donc on va prendre, donc qu'est-ce que c'est? On prend une matrice de taille 2, pas forcément inversible, juste une matrice à coefficient entier. Ok. Alors, son polynôme caractéristique, on le note comme ça, xi a ou xa, je sais pas comment on dit ça, mais je crois que c'est xi a. C'est quoi? C'est x carré, donc c'est un polynôme avec des indéterminés, mais avec des coefficients qui dépendent de a, puisque c'est trace de a fois x plus déterminant de a. Ok. Bon, on peut le définir autrement, comme je crois le déterminant de x de a moins de x moyenne ou un truc comme ça, mais bah là je le définis comme ça, c'est très bien. Donc voilà, c'est son polynôme caractéristique. On a automatiquement que xa. Ah oui, il faut définir un peu. En fait, pour tout polynôme, ok. Pour p un polynôme à coefficient réel, ok. On note donc et pour a la matrice qu'on avait vue juste en haut, on note p de a. Là, vous pouvez vous dire bon p de a qu'est-ce que c'est puisque a c'est pas un réel. En fait, p de a, on va dire que c'est un espèce de polynôme matriciel, on va dire. Voilà, k égale 0 à d qui est le coefficient du polynôme, des ak ak. Ok. Donc c'est une opération de polynôme, de matrice. Ok. Donc ça devient pas un polynôme. On évalue le polynôme en une matrice. Ça peut sembler abusif, mais c'est une notation. Et voilà ce que ça désigne. Ok. Donc on travaillera avec ça. Donc une fois qu'on a assimilé cette notation là, donc c'est vraiment c'est une définition qu'on donne. C'est pas du tout un résultat ou pas. Et donc si on définit ça comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que xa de a égale 0. En fait, on le voit pas tout de suite non plus, mais faut le montrer. En fait, il faut faire le calcul tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on évalue xa en a du coup, en utilisant cette définition-là. Ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va donner a carré moins trace de a fois a plus déterminant de a. Ok. Et en fait, même a, elle n'a pas besoin d'être inversible. On a toujours que xa de a égale 0. Ça, en fait, c'est égal à. Bon, quand je dis 0, du coup, c'est 0 comme ça. C'est 0 pour les matrices. Et ben ça, c'est la matrice nulle.
vous faites le calcul. C'est-à-dire que vous posez A égale des coefficients, A, B, C, D. Vous savez que le déterminant c'est AD moins BC. Vous savez que la trace c'est A plus D. Et vous faites tout simplement le calcul et ça va fonctionner normalement. On obtient 0. Ok, donc c'est à savoir, on va l'utiliser. Xa de A égale 0. Donc ça c'est un premier résultat sur les polynômes caractéristiques avec les matrices. Donc à retenir. Ok, on retient Xa de A égale 0. Et je vais écrire aussi ici ce que c'est déjà X. Xa, qu'est-ce que c'est? C'est X carré. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Je crois que c'est ça. Moins trace de A fois X plus déterminant de A, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc maintenant on va considérer une matrice inversible cette fois, ok? Parce que c'est notre but, hein, c'est à la fin d'arriver à montrer que si A est d'ordre fini, son ordre appartient à 1, 2, 3, 4, 6. Donc on va commencer, on va introduire notre matrice. Ok. Donc soit A une matrice, du coup, de taille 2, d'ordre de coefficient entier, et qui est inversible, d'ordre M. Ok. Donc on rappelle, l'ordre, c'est le plus petit entier tel que A puissance M égale IN. Il n'en existe pas forcément, mais quand il existe un M tel que A puissance M égale IN, un M plus grand que 1, et bien on prend le plus petit. Le plus petit c'est l'ordre. Okay, et donc le but de tout le début de cette vidéo, c'est de montrer que l'ordre est dans 1, 2, 3, 4, 6. Ok, déjà on va parler un peu de valeur propre. Alors pas besoin de savoir ce que c'est qu'une valeur propre ou quoi, mais on va montrer le résultat suivant. Si lambda, donc appartenant à C, hein, pas forcément une racine réelle ou quoi, hein, si lambda est racine, donc si lambda est une racine de xa, ok, on a que automatiquement il existe V, une un vecteur colonne si on veut. Ok, donc un vecteur colonne complexe privé de 0, donc elle n'est pas nulle, ça veut dire. La matrice elle n'est pas nulle, telle que AV, donc on multiplie la matrice A qui est carrée par ce coefficient là, voilà, ça peut faire penser un peu aux endomorphismes, tout ça. C'est un moyen de le démontrer, mais nous on va faire autrement. Tel que AV égale lambda V. Ok, automatiquement il existe ça. Et le V bien sûr est pas nul, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ok. Alors on va utiliser ça. Donc déjà on va le démontrer. Et alors je préfère dire à l'avance pourquoi ça va être utile d'avoir ça. Parce qu'en fait ça va nous permettre de montrer que lambda puissance m égale 1. Quand lambda est une racine de xa. Ok. Pourquoi lambda puissance m égale 1? Et ben ça vient juste du fait que si on a ça, en fait vous montrez immédiatement par récurrence que pour tout k, ok, a puissance k v c'est égal à lambda k v, tout simplement. Vous le montrez, oui, vous le faites par récurrence, hein, ça c'est totalement vrai. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Vous le démontrez, enfin vous le démontrez, c'est évident. Et ensuite, une fois qu'on a ça, là on voit tout de suite qu'en évaluant k égale m, m c'est le plus petit entier tel que... vous arrivez à ça qui vaut l'identité. Et donc du coup, v égale lambda k, lambda mv, quand vous remplacez k par m. Et donc lambda puissance m, on voit bien ici, vaut 1. Ok, donc lambda puissance m égale 1, une fois qu'on a ça. Mais encore faut-il avoir ce v là, l'existence de ce v, ce qui n'est pas forcément évident tout de suite. Donc on va essayer de montrer qu'il existe un tel v comme ça. Donc je vais essayer de faire ça avec peu de notes pour que ce soit concis. Donc bon, je vous remets les notations, histoire que vous lisez bien, et ensuite je vais descendre. Alors, on va utiliser bien sûr que xa de a égale 0, puisque de toute façon, a priori, c'est la seule chose qu'on connaisse ici sur le polynôme caractéristique. On sait que xa de a égale 0, ok? Alors, supposons, donc, on va prendre soit lambda une racine. Vous savez quoi? Je vais tout effacer, comme ça, on va repartir sur de bonnes bases. Ok? Donc, je vais montrer le résultat que je viens de dénoncer. Donc, on va poser justement une racine complexe, ok, du polynôme, tel que lambda, tel que xa est évalué en a, et en lambda, est nul. Ok. Alors, bon, il y a une racine complexe, on va prendre la deuxième, puisque de toute façon, D'Alembert-Gauss nous dit que de toute façon, il existe toujours des racines complexes. Hein. De toute façon, j'ai dit s'il existe, mais il en existe forcément, puisque on peut le considérer dans C, et dans C, tout polynôme de degré strictement positif est admis une racine. Donc il n'y a pas de souci. On peut dire que xa, c'est x moins lambda, x moins mu, puisque xa il est, enfin xi il est de coefficient dominant égal à. Donc on a ça, cette décomposition, avec mu qui est l'autre racine, voilà, on va l'appeler mu. Alors qu'est-ce qu'on a? On sait que xa de a,
égale la matrice nulle. Ok? Donc, bah, on va utiliser ça, mais avec ce xa qui est écrit comme ça, sous cette forme. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A moins lambda I2 fois A moins mu I2, c'est égal à 0, 0, 0, 0. Ok? Donc, et là, il faut être alerte en fait. Là, il faut voir. Déjà, si on est là, on voit qu'on veut un truc de la forme. On voit qu'on veut un truc comme ça. Ok? On voit qu'on veut un truc comme ça. Et là, on voit que quand même, on se rapproche de quelque chose puisqu'on a justement. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que A V moins lambda V égale à 0, quoi. En gros. Bon, bah là, on sent qu'on se rapproche de quelque chose. En fait, il faut voir que si on a ce produit-là qui est nul, en passant au déterminant, ok, on a tout de suite que le déterminant de A moins lambda I2 ou de A moins mu I2, le déterminant est nul. Ok, puisque le déterminant de ça est nul. Vous utilisez les propriétés du déterminant, ok, par intégrité. Donc, une des deux matrices n'est pas inversible, puisque son déterminant est nul. Bon, quitte à permuter, ou quitte à choisir quelle racine on prend, on va supposer que c'est elle qui n'est pas inversible. Ok, bon, ça c'est un peu un abus, mais en vrai, on démontre formellement que ça revient au même. Même s'il faudrait une toute petite preuve, mais c'est pas. Voilà. Donc on suppose que A moins lambda I2 n'est pas inversible, mais c'est pas vraiment une supposition, en fait, c'est un fait. De cette égalité, je vous ai dit, vous passez au déterminant et vous voyez bien que A moins lambda I2 n'est pas inversible. Mais si A moins lambda I2 n'est pas inversible, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se rappeler que là c'est pour ça que là, les caractérisations de l'inversibilité, il faut que ça aille très vite, il faut voir plein de panels de trucs différents. Parce que là, il faut tout de suite savoir que ça veut dire tout de suite que le Ker de cette matrice, du coup, n'est pas réduite n'est pas trivial. Le noyau n'est pas trivial. C'est-à-dire que il existe justement un vecteur colonne, tel que A moins lambda I2 fois V égale 0, bien que V ne soit pas nul. Voilà, ça découle du fait que A moins lambda I2 n'est pas inversible. Okay, si elle était inversible, son Ker serait. Enfin, l'ensemble des solutions de ça fois x égale 0 serait 0. Et là, c'est pas le cas, puisqu'elle n'est pas inversible. Donc, on a un V qui est comme ça. Et voilà, bah, du coup, on a l'existence du V. On a bien que AV égale lambda V. Ok, donc on a notre AV égale lambda V. On montre par récurrence ce truc-là, qu'on a ça c'est totalement vrai. Et donc, lambda puissance M égale 1. Ok, donc normalement, bah, on a démontré que lambda puissance M égale 1. Et qu'est-ce qu'on peut déduire du fait que lambda puissance M est égal à 1? En fait, on va réussir grâce à ça à contrôler la trace de la matrice. Alors bon, là ça peut paraître un peu obscur. Comment on va pouvoir contrôler la trace? Et bien en fait, figurez-vous que la trace, il y a énormément de contraintes sur la trace si la matrice A est inversible. Je m'explique. On reprend xa. Ok, on reprend xa. C'était x carré. Donc on va prendre les choses tranquillement. On ne peut pas aller trop vite. Ça sert à rien. Donc on a ça. On a montré que pour lambda, mu, les deux racines distinctes ou non, elles sont peut-être égales les deux racines, mais les deux racines complexes de xa, on a que lambda puissance m, oui parce que ce qu'on a fait avec lambda, on aurait pu le faire avec mu, hein, je rappelle. Lambda puissance m, c'est mu puissance m, c'est égal à 1. Et lambda et mu sont complexes. Donc vous le sentez venir, racine mième de l'unité, truc comme ça. En quoi ça va nous aider? Je vous ai dit qu'on peut contrôler la trace. Vous voyez que là je vous parle de trace, et là il y a des racines. Donc en fait, on va utiliser le lien entre ces racines-là et la trace. Le lien, c'est bien entendu, vous avez reconnu que c'est le coefficient devant le terme en x. Et donc ce coefficient-là, on sait que trace de A, c'est la somme des racines. Okay, c'est la somme des deux racines. Donc, il faut distinguer maintenant les cas. xa peut avoir, a priori, deux racines réelles. Distinctes ou non, hein, on s'en fout.
Ok. Alors dans ce cas-là, puisque lambda puissance m égale mu puissance m égale 1, vous voyez bien tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lambda égale plus ou moins 1, forcément, et mu égale plus ou moins 1. Ça c'est sûr. Ok. Or, comme la trace de A, ici, enfin le coefficient qui est là, c'est moins la somme des racines, donc trace de A, on sait que c'est la somme des racines, c'est lambda plus mu. Et ben on voit bien, vous voyez bien que là, trace de A, il est forcément, bah, c'est égal à ou moins 2 si les deux valent moins 1, ou 2 si les deux valent 1, ou 0, 1, moins 1, voilà, il peut y avoir tout ça. Mais en tout cas, la trace, elle appartient à cet intervalle-là. Donc vous voyez la trace, dès que A est inversible, tout ça, la trace, elle est vachement contrôlable en fait, la trace. Ok, elle peut pas aller n'importe où. Et donc on commence à avoir vraiment une grosse restriction sur notre matrice A. Je vous rappelle, une matrice A carré comme ça, A, B, C, D. Les coefficients sont entiers. On sait que si elle est inversible, le déterminant de A c'est plus ou moins 1. Ça, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc ça veut dire que AD moins BC c'est plus ou moins 1. Et on sait aussi maintenant que A plus D c'est dans moins 2, 2. Et c'est entier. Ok. Donc c'est vachement contraignant. La matrice, en fait, on est en train de la cerner de plus en plus. Et c'est là que commence à apparaître le fait que on va vraiment pouvoir le contrôler et on va pouvoir contrôler son ordre, en fait. Et son ordre va vraiment, comme je l'ai annoncé, être inférieur à 6. Ok. Donc voilà, on commence à contrôler un peu mieux A par là. Bien sûr, il faut faire le cas où XA a deux racines complexes, mais ça se fait aussi très bien. En fait, vous allez prendre les parties réelles et tout. Bon, bref, un truc similaire, vous y arrivez aussi. Et vous arrivez à que trace de A est dans moins de 2. Ok. Enfin, vous arriverez à trace de A est dans moins de 2, pas entier, mais comme vous savez que les coefficients sont entiers, trace de A est dans moins de 2 entier. Ok. Donc ça c'est bon, on a réussi à contrôler un peu notre truc. Donc je récapitule, trace de A appartient à moins de 2. Donc c'est voilà, c'est moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Ok, c'est pas, il n'y a pas 50 000 options. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va caractériser en fonction en fait des valeurs de la trace, puisque maintenant on contrôle vachement cette trace, on va déterminer en fait XA. C'est-à-dire que XA, on va vraiment. En fait, XA, il peut pas être n'importe qui. Vous le voyez bien, vu que la trace, c'est que moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. La trace, ça peut pas être n'importe quoi. Et le déterminant aussi, du coup, vu que c'est plus ou moins 1. Donc en fait, vous voyez bien que XA, qui était x carré moins trace de A, x plus déterminant de A, il n'a pas 50 000 options. Et non seulement il n'a pas 50 000 options, mais en fait, on va pouvoir les contrôler. Donc là, a priori, de tête comme ça, vous vous dites, bon, il y a deux valeurs possibles pour déterminant de A, 1 ou moins 1, et il y en a 5 possibles pour la trace. Donc 2 fois 5, 10 polynômes différents. En réalité, il n'y en a pas 10 des polynômes différents, il n'y en a que 6. Okay. Donc ça, il faut le savoir en fait à l'avance. On va poser tous les polynômes qui sont possibles. On va montrer que XA est forcément l'un de ces polynômes-là, et réciproquement, on va montrer que chacun de ces polynômes-là est un bon candidat pour être un XA. Okay. Donc en gros, on va trouver un A tel que ces polynômes-là sont bien le XA de ce polynôme, sont bien le polynôme caractéristique de cette matrice. Ok. Donc les seuls polynômes possibles pour XA, c'est eux. Donc on va le démontrer bien sûr, hein, je ne l'admets pas, hein, juste je vous le donne en fait, on l'admet temporairement, et ensuite on va le démontrer. Donc on va le noter P1 jusqu'à P6, en fait il y a 6 polynômes possibles et pas 10 contrairement à ce qu'on aurait pu penser là. Il n'y en a que 6. Donc les voilà tous, en fait on a x-1 au carré, okay, x plus 1 au carré. Ensuite on a la paire x carré moins 1, x carré plus 1. Ok. Et puis ensuite on a deux petits polynômes un peu plus chiants à écrire, c'est cela. Ok. Donc j'espère que j'écris pas trop mal, même si, enfin ici j'écris mal, mais je pense que ça va. Ok, du coup, là, du coup ce que je viens d'écrire c'est carrément faux, hein. Voilà, c'est plus 1. Ok. Pourquoi XA égale PI forcément? C'est-à-dire que on prend, donc on garde notre A quelconque, hein, notre A matrice inversible à coefficient entier de taille 2, inversible. Le polynôme caractéristique, c'est forcément un truc de cette catégorie-là. Ok, forcément. Alors pourquoi? Et ben en fait, astuce, il faut distinguer les cas. Ok, on va distinguer les cas en fonction de si XA admet deux racines réelles distinctes, une seule racine réelle double ou deux racines complexes conjuguées. Ok. Et à chaque fois, on va réussir à contrôler mieux la trace, etc. Ok.
Alors je m'explique. Donc on a les 6 polynômes, si vous voulez les noter quelque part, de toute façon on va voir petit à petit. Donc on a 3 cas à distinguer. Ok, K1, notre xa a 2 racines réelles distinctes, hein, bien distinctes. Donc on va garder les notations lambda et mu. Lambda est différent de mu, mais les deux appartiennent à R. Ok. Alors, on sait toujours que, donc ça très important, c'est vraiment ce qui nous avait pris un peu de temps à montrer, c'est qu'on a lambda puissance m égale 1, mu puissance m égale 1. Bon bah, en fait, ici c'est immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que, ici, puisqu'elles sont réelles, lambda et mu valent toutes les deux plus ou moins 1. Ok, ça vous le savez. Or, elles sont distinctes. Bah, donc forcément, l'une est 1 et l'autre est moins 1. Donc tout simplement, lambda égale 1, mu égale moins 1. Ou l'inverse, mais ici, en fait, les rôles sont interchangeables. Donc voilà, par symétrie des rôles, en fait, on a ça. Lambda égale 1, mu égale moins 1. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est xa? Bah en fait, automatiquement, c'est x moins 1, x plus 1. Ok. Et là, attention magie, identité remarquable, normalement, x carré moins 1. Et là, on retrouve, c'est ce que j'avais posé, c'était P3 dans ce que j'avais posé. Si vous les avez notés, sinon c'est pas grave, on s'en fout. Ok, donc c'est ce polynôme-là, forcément. Donc déjà, rien que dans le cas 1, xa a deux racines réelles distinctes, il n'y a qu'un polynôme possible. xa, en fait, il est entièrement déterminé. Donc en fait, on connaît très bien sa trace, du coup, qui est nulle, et son déterminant qui vaut moins 1. Donc on sait très bien, en fait, dès que xa a deux racines réelles distinctes, on connaît xa, en fait. Voilà. Et ça, c'est puissant, je trouve. Maintenant, on va faire le cas 2. Bon, on va tous les faire quand même, parce que c'est un peu le cœur. C'est quand même le cœur, donc même si vous pourriez le faire tout seul, c'est quand même le cœur, donc on va le faire. Lambda égale mu, mais appartiennent à R. C'est-à-dire le cas où xa admet deux racines réelles, mais une racine réelle double, en fait. Bon bah, comme lambda puissance m égale 1, lambda égale plus ou moins 1, vous êtes d'accord, puisque c'est réel. Donc, bah forcément, xa c'est soit x moins 1 carré, soit x plus 1 carré. Ok. Et donc du coup là aussi on retrouve, je crois que c'était les polynômes P1 et P2 je crois que j'avais noté. Ça c'est P1 et ça c'est P2. Ok. Voilà, donc là dans le deuxième cas on a aussi P1 et P2, donc là déjà on a balayé trois polynômes. Et on va voir que le dernier cas avec deux racines complexes nous permet de conclure. Donc le troisième cas, lambda mu sont bien complexes mais pas réels et sont distinctes. Ok. Bon, alors automatiquement mu c'est lambda bar, hein. Vous savez que c'est des racines complexes qui sont conjuguées, hein. Voilà, je ne vais pas vous rappeler ça. Donc lambda et lambda bar sont racines. Ok, xa de lambda égale 0, xa de lambda bar égale 0. Ok. Mais donc, vous savez très bien que la trace de A, je l'ai déjà dit, c'est lambda plus lambda bar du coup. Sauf que lambda, donc on va passer au module, lambda plus lambda bar, vous connaissez l'inégalité triangulaire qui nous donne ça. Sauf qu'en fait ici, puisque les racines réelles sont conjuguées, on n'est pas dans, c'est impossible d'être dans le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire. En fait ici c'est pas une inégalité large, c'est une inégalité stricte. Et comme les deux sont de module 1, puisque je rappelle que lambda puissance m égale 1, ça veut dire que lambda puissance m égale 1, et donc a fortiori que lambda égale 1. Ok. Bah comme lambda égale 1, en valeur absolue, ça veut dire que, et puisque ça c'est strict, ça veut dire que c'est strictement inférieur à 2. Et donc en fait la trace de A, elle a plus du tout en fait 50 000 valeurs. Elle vaut soit 1, ou 0, ou moins 1. Et que vaut le déterminant de A? On sait que le déterminant de A, du coup, c'est le produit des racines, c'est lambda lambda bar. Et lambda lambda bar, vous savez très bien que pour un complexe, ça vaut 1. Enfin, de module 1, enfin voilà, vous avez compris quoi. Ok. Et donc du coup, xa, on avait dit, c'était x carré moins trace de A. Mais du coup, trace de A, il n'y a pas 50 000 possibilités. Donc il y a le cas où c'est 0, le cas où c'est 1, le cas où c'est moins 1. Et déterminant de A, il n'y a que 1 comme possibilité. Donc voilà ce que devient le polynôme xa. Et ici, comme il y a trois possibilités pour la trace de A,
0, 1 ou moins 1, on retrouve 3 nouveaux polynômes possibles pour xa. Et donc on avait déjà trouvé P1, P2, P3. Et là, les polynômes possibles ici, c'est du coup P4, P5, P6, avec les polynômes que j'avais notés avant. Okay, donc voilà, ça y est, on a montré que xa, ça peut pas être n'importe quoi. Et on n'a pas du tout 10 possibilités comme je l'avais annoncé, mais plutôt 6 en fait. Voilà. On peut montrer réciproquement que nos P1, P2, P3, P4, P5, P6, ce que je vais réécrire là pendant que je parle, et ben on peut montrer réciproquement que ces polynômes-là sont bien des xa. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il existe bien une matrice à coefficient entière de taille 2 inversible, telle que le polynôme caractéristique soit un des PI pour I parcourant 1, 6. Ok, on peut montrer ça. Tout simplement en trouvant A explicitement. Ça n'a rien de très intéressant mathématiquement, juste on le trouve. Bon, je vous fais les deux premiers et après les autres vous le trouverez par vous-même. Voilà. Bien sûr, A d'ordre fini, hein, je précise, ici on parle bien de matrice d'ordre fini. Donc par exemple pour P1, en fait il faut juste trouver, là on voit bien que le coefficient constant c'est 1. La trace du coup ici, ça doit être normalement 0 du coup. Et ben du coup, pardon ça doit être 2, excuse-moi. La trace doit être 2. Et donc du coup, il faut une matrice telle que la somme des coefficients diagonaux valent 2 et que le déterminant vale 1. Bon, bah l'identité en fait convient pour P1. Okay, on va noter 1 à la matrice associée à P1. 1 convient là, vous voyez bien que la trace vaut 2 et que le déterminant c'est 1 moins 0. Donc c'est 1. Donc c'est bon. Par exemple, je sais pas, on peut essayer P4 par exemple. P4, donc il faut trouver un A4 tel que son polynôme caractéristique c'est bien P4. Et ben il nous faut une trace nulle, donc une somme de coefficients là qui est nulle, et il nous faut un déterminant de 1. Bon bah une somme nulle, on peut 0, 0 ça convient, ouais. Et un déterminant, on a ça. Ici le déterminant ça vaut 0 moins 1, donc 1, donc le déterminant c'est bien 1 et la trace est nulle. Donc voilà, A4 convient, et on vérifie que il faut faire attention qu'il soit bien d'ordre fini, mais là c'est le cas. Vous calculez successivement et là vous allez trouver que ça, je crois, c'est d'ordre fini. C'est peut-être d'ordre, allez, c'est d'ordre 4 ça je crois. Ouais, c'est oui, parce que là vous allez retrouver l'identité, moins 1, et donc au carré ça va donner l'identité. Ok, donc là ça c'est d'ordre 4. Et A1 il est d'ordre 1 du coup, puisque c'est déjà l'identité. Ok, et pour chaque polynôme, comme ça vous allez trouver des matrices dont le polynôme caractéristique associé est bien le polynôme cherché. Donc c'est bon, vous avez réussi à trouver ça. Maintenant, il faut conclure. Maintenant, ça y est, on a tous les éléments là. Donc je récapitule, on a notre matrice A, qui est inversible, de taille 2 à coefficient entier. On sait maintenant que son polynôme caractéristique, c'est pas n'importe qui, c'est un des polynômes que j'ai écrit ici. Et maintenant, il faut montrer que l'ordre, c'est l'ordre, on va essayer de le contrôler. Et donc là, explicitement, on va à chaque fois calculer l'ordre en fait. Je vous le fais pour les deux premiers, et pour le reste, après, ça découle. Parce que les deux premiers sont les plus durs, en fait. Et après, c'est très simple. Ok? Alors, comment montrer, par exemple, que... Donc, supposons, du coup, maintenant, on peut faire une disjonction de k avec les 6 cas possibles, du coup. Puisque maintenant, on sait que le polynôme caractéristique, il est de 6 cas. Il y a 6 cas possibles pour le xa. Donc, k1, donc on va pas faire les 6 cas, hein, j'en fais que 2. xa, c'est p1. Ok? xa, c'est ça a cette gueule-là. Si xa a cette gueule-là, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que xa de A vaut 0. Donc, A moins I2 au carré, c'est égal à 0. Ok? À partir de là, comment trouver l'ordre de A et trouver que c'est 1, 2, 3, 4 ou 6? Alors bon, faut être un peu astucieux, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche M, maintenant, et on veut montrer que M c'est 1, 2, 3, 4 ou 6. Donc on cherche M. M, il est quoi? M, on sait qu'il donne ça. Ok? Et bien en fait, l'astuce, c'est que vous connaissez A moins I2, et bien en fait, vous allez essayer de le faire apparaître, c'est-à-dire que vous allez faire A moins I2 plus I2. Voilà, c'est une astuce un peu de... Je vais pas insulter, mais voilà, vous avez compris, c'est une astuce. Donc du coup, vous avez ça c'est égal à l'identité, et vous faites tout simplement un binôme de Newton, avec ça et ça. Qu'est-ce que ça donne du coup? Ça va donner, bon je continue là, tac, donc le petit binôme de Newton, vous l'écrivez. Il vous donne du coup que A puissance M, qui est égal à I2, c'est égal à la somme
des k égale 0 à m de quoi? Bah de, bon là le coefficient binomial, et a moins i2 à la puissance k. Et après l'identité à la puissance m moins k, vous n'avez pas le... puisque ça donne l'identité, donc on peut l'enlever. Donc a moins i2 puissance k, là c'est votre binôme de Newton. Et vous savez que à partir de 2, dès que k devient plus grand que 2, ça s'annule. Bah donc c'est bon. Du coup, vous prenez pour k égale 0, vous voyez que ça donne ça. Pour k égale 1, ici ça va donner m, et ça va donner a moins i2. Et après ça donne 0, donc on a ça. Donc ça, et ça c'est égal à i2. Okay, et m est plus grand que 1. Donc là on voit bien que ça c'est nul. Bah, enfin voilà, c'est nul. Donc ça c'est égal à 0. Mais m est non nul, puisque m par définition d'un ordre c'est plus grand que 1. Donc du coup c'est que a moins i2 est nul, et donc que a égale i2. Voilà, a est d'ordre 1. Tout simplement, vous avez trouvé que a est d'ordre 1. Dans le premier cas où xa est P1. Et en fait vous allez comme ça, pour chaque polynôme, vous allez vous démerder entre guillemets, à chaque fois il faut une astuce un peu différente, pour déterminer l'ordre du polynôme. Allez, je vous fais le deuxième, histoire de pas quand même... voilà, histoire de faire un petit peu. Si xa égale P2, par exemple, donc P2 c'est x plus 1 carré, là par exemple, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez du coup que, vous savez que xa de a égale 0, ça on l'avait montré, on l'avait montré par le calcul au début, enfin on l'avait pas vraiment montré, mais je vous avais dit que c'était facile à montrer. Donc du coup, a plus i2, c'est la matrice nulle. Ok. Alors, a puissance m, vous faites la même en fait. A puissance m, vous savez que c'est i2, et donc vous vous dites a plus, puisque vous connaissez a plus i2, vous y allez quoi. C'est-à-dire que cette fois vous faites a plus i2 moins i2, puissance m, tac, vous écrivez le binôme, ça fait la somme des k égale 0 à m des k parmi m, des a plus i2 puissance k, et cette fois il faudra faire attention, il y a un moins 1 puissance m moins k qui spawn là, comme ça. Ok, tout simplement. Et donc vous écrivez, puisque à partir de 2 ça s'annule, vous pouvez aller jusqu'à 2, ça va vous donner moins 1 puissance m i2, plus moins 1 puissance m moins 1 fois m, fois a moins i2, et après, pour les cas plus grands, ça s'annule. Donc on s'arrête là, ça c'est égal à i2. Okay, et donc on voit ici tout de suite que a est d'ordre 2. Pourquoi? Parce que... alors pourquoi? Essentiellement parce que ici, tout simplement vous remplacez m par 2, là vous voyez bien que ça marche, parce que si je remplace m par 2, ça fait i2, donc ça se barre. Supposons que m égale 2, hein, là je dis. Hein. Donc là déjà, voilà, tac, 2, ça fait moins, et ça fait moins 2. Ah oui, c'est parce qu'en fait ici c'est un plus, voilà, ok c'est bon. Voilà. Et là du coup là vous voyez que c'est d'ordre 2. Et donc à chaque fois vous répétez ça tout le temps. C'est-à-dire que, bon là par exemple, je peux vous faire un truc beaucoup plus simple. Pour xa égale P3, qui est x carré moins 1, là c'est direct, puisqu'en fait, du coup, vous savez que xa de a égale 0, donc a carré égale moins identité égale 0. Donc a est d'ordre 2, cette fois c'est... Enfin, d'ordre 1 ou 2 a priori en plus. A carré égale i2. Donc il est d'ordre 1 ou 2, mais en tout cas voilà. Et en fait vous allez voir qu'il n'y a jamais 5 qui apparaît. Dans les 6 cas, à chaque fois il n'y a jamais 5. Mais par contre il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 6. Tout cela ils apparaissent. Voilà. Et donc en fait c'est vraiment une preuve intéressante. En fait on caractérise en fonction de la valeur du polynôme. On modifie, on distingue les cas, en fait, tout simplement. Ok, une fois qu'on a fait ça, je vais faire le dernier résultat que j'avais promis de faire. Donc le résultat c'était quoi? C'était une matrice inversible à coefficient entier carré, là, d'ordre n. Alors si elle est inversible, elle est carrée, voilà. D'ordre fini, mais d'un ordre supérieur ou égal à 2, ok? Donc c'est pas l'identité, faut juste faire attention. Et d'ailleurs ça va être important à un moment, on va l'utiliser. M n'est pas l'identité, ok? Donc je le mets ici, attention, M ne peut pas être égal à l'identité. Enfin, à I2. Du coup on est dans N maintenant, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais faire ça aussi, parce que bon, en taille 2 c'est bien gentil, il y a des résultats sympas comme on l'a vu, mais bon, ce serait bien de généraliser un peu, voilà. On va essayer de faire ça. On va fixer du coup notre premier là. Supérieur à 3. Et en fait, montrons que m-in n'est pas
n'est pas tout simplement dans Pmn de z. Qu'est-ce que c'est Pmn de z? Je vous rappelle, je l'avais dit dans la première vidéo, mais voilà, c'est juste l'ensemble des matrices donc dans Mn de z, tel que chaque coefficient est divisible par P, ok? Donc il y a forcément un coefficient qui sera pas divisible par P dans M moyenne. Voilà. Là, a priori, c'est pas du tout un truc intuitif, hein. Pour le coup, c'est pas le genre de résultat vraiment intuitif. Mais en fait, on va raisonner par l'absurde. Ok? Absurde. Bon bah, supposons que ce soit vrai. Supposons M moyenne, bah M moyenne appartient à ce truc-là. Ok? On sait que du coup, M, il s'écrit IN plus bah, B, on va l'appeler, ou B appartient à P Mn de Z. Et donc, on peut extraire finalement de tous les coefficients de B, on peut extraire P un certain nombre de fois, et on se retrouve avec IN plus P, là c'est R qu'on a extrait, enfin, on a extrait P un certain nombre de fois, R fois, et on se retrouve avec une matrice N, du coup on a extrait au maximum qu'on pouvait tous les P possibles de chaque coefficient, et on se retrouve du coup avec N qui, pour le coup, appartient à Mn de Z, puisque à chaque fois P était divisible, mais pas à Pmn de Z. Ok. Voilà, on sort donc M est de cette forme-là, en supposant par l'absurde que M moyenne est dans Pmn de Z. M est de cette forme-là, avec R bien sûr qui est supérieur ou égal à 1. Ok, puisque voilà. Ok, donc on a ça. Et maintenant on va montrer, on va montrer quelque chose. On va essayer de montrer que en fait P divise M. Ok, P divise M. Alors pourquoi je vais montrer que P divise M? Tout simplement parce qu'en fait après je vais me ramener du coup à M sur P, qui sera du coup en bien entier puisque P divise M, et je vais essayer de comme ça trouver une absurdité en essayant de par récurrence, on va dire, une espèce de récurrence sur la divisibilité, montrer qu'à la fin, on a forcément une absurdité, c'est-à-dire quelque chose qui se répète et qui est absurde. Ok. Bon, on a ça, donc je vais le réécrire, hein, ça, n'inquiétez pas. J'ai réécrit mon truc, que M c'est IN tag plus PRN, où N appartient à Mn de Z, mais pas à Pmn de Z. Okay. Il appartient pas à Pmn de Z parce qu'on a extrait P hein, le maximum possible de fois, donc jusqu'à ce que N ne soit plus dans Pmn de Z, tout simplement. Ok. Bon, on sait que M puissance M égale IN, puisqu'on avait supposé que M était d'ordre M. Ok. Donc M puissance M égale IN. Bon, bah, on va tout simplement remplacer M par ce qu'on a. De toute façon, on ne sait pas vraiment trop quoi faire d'autre à ce stade. IN plus PRN puissance M égale IN. Ok. Et là, bah voilà, de toute façon, il n'y a rien à faire. Hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'autre à faire qu'un binôme de Newton ici. On voit pas vraiment ce qu'on peut faire. Et vous allez voir que, pour l'instant, c'est un peu bourrin. Et après, vous allez voir que ça sera mieux. Donc du coup, vous écrivez votre tac. Vous écrivez votre truc. P puissance RK, du coup. N puissance K. Est-ce que c'est ça? Oui, bah oui. Ok. Et tout ça est toujours égal à IN. Et tout ça, vous allez le développer un peu au début. C'est-à-dire que vous allez voir que pour K égale 0, bah, on retrouve IN. Pour K égale 1, on retrouve P puissance R, on retrouve M ici et on retrouve N ici. Donc on aura M, P puissance R, N, plus une somme du coup qui commence à 2. Maintenant, on a extrait les deux premiers. Et pourquoi j'ai voulu extraire les deux premiers? Donc P, R, K, N, K. Pourquoi j'ai voulu extraire les deux premiers? Parce que maintenant, je connais du coup IN ici, puisque ça c'est égal à IN. Bah, du coup, les IN se barrent. Ok. Et en fait, j'ai réussi à montrer que M, P puissance R, N, ok, c'est égal à quoi? Bah, à ce truc-là, à moins ce truc-là, à moins la somme des K égale 2 à M des K puissance M, P puissance RK, N puissance K. Et en fait, puisque K commence à 2, en fait, ici, je peux extraire au moins 2P, en fait. Ici, je peux factoriser tout par P carré, puisque K commence à 2. Donc, dans chaque élément de la somme, j'ai au moins P puissance 2, puisque R est plus grand que 1. Donc, du coup, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est? C'est moins P puissance 2R,
fois du coup une grosse somme auquel j'ai retiré P2, et puisque le premier terme ne contenait que P carré et que N n'est pas dans Pmn de Z, ça veut dire que je me retrouve avec moins P puissance 2R fois un B, où B, finalement n'appartient pas à Pmn de Z. Ok. Et donc, mais surtout, donc ça nous donne P, enfin bref, peu importe le P, on arrive finalement à extraire P puissance 2R, et donc à voir que M P puissance Rn appartient à P 2R fois Mn de Z. Bah oui, puisque en factorisant par P carré, j'ai pas modifié N qui appartenait bien à Mn de Z, donc B c'est toujours une somme de matrices à coefficient entier, donc il n'y a pas de souci, c'est toujours bien à coefficient entier. Ok. Voilà, bah ça c'est un fait en soi. Et donc comment on va essayer de l'utiliser? Bon, ça à la limite c'est l'idée qui était impossible à trouver soi-même, mais une fois qu'on a ça, donc maintenant regardez bien cette égalité, c'est le truc le plus important, tout ça on peut effacer maintenant, on a fait le calcul. Regardons bien ce truc là. En fait on va voir que, là vous voyez, PRN, P puissance Rn, on le retrouve ici le P puissance Rn, on le retrouve ici. On a l'impression, je dis ça comme ça, hein, mais qu'on a juste à multiplier par M pour faire apparaître des trucs. Bon bah faisons-le, ok. Ici, qu'est-ce que ça me donne? Si je multiplie par M, bon j'ai toujours le droit de multiplier par M hein, à la limite. Donc ça me donne MIN plus MP puissance Rn. Et MP puissance Rn, je viens de montrer que c'était ce truc-là. C'est P puissance R fois B, où B appartient à Mn de Z. Ok. Ou ça appartient à P puissance 2R Mn de Z. Donc du coup, ça s'écrit MIN plus P 2R B, où B appartient à Mn de Z. Ok. Donc qu'est-ce que ça donne? Je réécris là. Ça veut dire que M fois, donc maintenant je mets tout à gauche là, c'est égal à P puissance 2R B, avec B qui est bien à coefficient entier. Ok. Mais donc ça, qu'est-ce que ça me donne en fait? Ça me donne finalement, bah je connais très bien ah pardon, bah en fait là j'ai fait un truc pour rien, j'ai l'impression. En fait ça sert à rien de faire ça. Là je suis en train de, ouais, en fait, ouais non à la limite, une fois que vous avez utilisé ça, vous compliquez pas la vie. En fait repartez de ça tout simplement. Ok, vous avez ça là. Et en fait là, bon, en fait on a envie d'enlever les R, en fait, les P puissance R, c'est-à-dire que là on voit que Mn c'est égal à P puissance R fois un B qui appartient à Mn de Z. Ok. Ouais, c'est plus simple comme ça finalement. Ok, on y arrive mieux comme ça. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi P divise forcément N? Mais parce qu'en fait, R, il est plus grand que 1. Ok. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il existe un coefficient, comme il existe un coefficient de N qui n'est pas divisible par P, puisqu'on avait dit que N n'appartenait pas à P Mn de Z, il existe un coefficient de N qui n'est pas divisible par P. Cela signifie donc bah, que P puissance R, comme il divise pas N, vous savez le lemme d'Euclide là, P puissance R il divise pas tous les coefficients de N, donc il divise pas N, c'est un abus de langage de dire qu'il divise pas une matrice, mais vous avez compris, il divise pas tous les coefficients de la matrice, donc il divise pas N, donc il divise M. Ok. Et donc comme P puissance R divise M, et là on utilise que P est premier, et si P puissance R divise M, bon, ça marche tout le temps, P divise M, même si P n'était pas premier. Donc P divise M. Ok, c'est bon, on a réussi à montrer que P divise M. Donc là, on l'a bien compris. P divise M. Donc on arrive à ça. Je le réécris en grand. P divise M. Ok. Bon, c'est bien, là, vous voyez, j'ai un peu bugué un moment, mais comme ça, au moins, on recherche un peu en même temps. C'est parfois je pardonne des trucs, mais je suis pas sûr. Donc là, au moins, ça a permis de corriger un peu ce que j'ai fait. Là, c'est un peu plus clair. Donc, donc j'avais dit qu'on allait utiliser ce fait là. Ok. En fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser M'. Du coup, bah, on va pas se gêner. Maintenant qu'on sait que P divise M, on peut poser cet entier là, qui est bien un entier. Ok. Et on va poser M', okay, qui est égal à M puissance P. Bon, bah, on voit tout de suite que M', je ne l'ai pas posé pour rien, hein, parce que M', elle est d'ordre fini, grand M' est d'ordre fini petit M', puisque M' puissance M', qu'est-ce que c'est? C'est MP
puissance m sur p, donc c'est m puissance m, donc c'est in. Et il n'existe pas de plus petit k tel que de plus petit k plus petit que m', tel que grand M' puissance k égale in, puisque ça voudrait dire qu'il existe un k' plus petit que m, tel que m puissance k égale in. Ça, c'est pas possible, puisque m, c'est l'ordre de m, de grand M. Ok. Donc, m', grand M', est d'ordre fini, petit m'. Et là, normalement, vous voyez venir qu'on va un peu répéter ce qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve maintenant avec une matrice qui est d'ordre fini, m'. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que m' s'écrit comme... en fait, on va calculer m' puissance m', puisque maintenant on sait que m' puissance m' c'est in. Très bien. Mais on peut aussi calculer m' puissance m'. En fait, on va le recalculer en quelque sorte. C'est-à-dire que m', c'est m puissance p. Et m, on sait très bien que c'est in plus p puissance rn. Ça, on l'avait écrit. Donc ça, c'est in plus p puissance rn. Ok, puissance p. Ok. Et c'est donc la somme des k égale 0 à p, des k parmi p, etc. Bon, là, je fais juste un binôme de Newton. P puissance rk, n puissance k. Ok. Je vais réécrire le calcul. Tac. Donc, j'avais dit que, donc je note ici, m' c'est égal à m puissance p, m' c'est égal à m sur p. Et que m' est d'ordre fini m'. Ok. Bon, m' c'est m puissance p, c'est in plus p r n puissance p, c'est égal à, et là, je vous développer le binôme de Newton, vous avez in plus p puissance r plus 1 n. Pourquoi? Parce que vous avez le p qui vient du k parmi p, pour k égale 1, plus le p puissance r. Ça fait p puissance r plus 1 n. Ok. Plus une somme, après le binôme de Newton qui repart à partir de 2. Et ça, celui-là, vous vous en occupez pas. Ok. Ça fait 2 fois qu'on utilise cette technique. Souvent, c'est utile. Vous commencez à écrire le binôme de Newton, et en fait, c'est que le début qui vous intéresse, et le reste, après, tous les coefficients sont bien divisibles par p un certain nombre de fois, donc pose plus de problème, en fait. Mais le début, c'est le début qui est critique, et c'est le début à chaque fois qu'on utilise. Et c'est ça que j'aimerais bien aussi retranscrire dans cette vidéo, c'est que parfois, c'est le début des binômes qu'on utilise. Ok. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est in. Du coup, ici, je vous ai dit que tout est divisible en fait par p puissance r plus 1 à chaque fois. Donc c'est plus p puissance r plus 1 fois un gros truc, n plus une somme bizarre auquel on a retiré des trucs. Ok. Bon, je peux l'écrire explicitement, ça ne me dérange pas, mais c'est pas très utile. Du coup, vous aurez p, et à chaque fois, vous enlevez r plus 1, donc rk moins r moins 1, et le nk, vous ne touchez pas. Ok. Donc vous avez ça. Sauf que ça, on va le noter n', ça appartient à Mn2Z, c'est une somme de matrices à coefficient entier. Mais ça appartient pas à Pmn2Z. Pourquoi? Parce que si n' appartenait à Pmn2Z, comme ça appartient à Pmn2Z, puisque chaque coefficient est divisible par P, le P qui est là, ça veut dire que par différence, n serait dans Pmn2Z, or n n'est pas dans Pmn2Z. Et en fait, c'est n, ici le n, il perturbe tout, en fait. Et il perturbe notre matrice. Et donc, en fait, n' n'est pas dans Pmn2Z. Ok, vous le voyez écrit ici. Donc finalement, on a réussi à écrire notre matrice, on va l'écrire là, tac. M', on a réussi à l'écrire comme ça. M', c'est égal à in, plus p puissance r plus 1, n', avec n' qui appartient pas là, à ce que j'ai écrit là, à Pmn2Z, mais qui est quand même à coefficient entier. Ok. Et donc, M', M' est d'ordre fini. D'un ordre m d'ailleurs, supérieur ou égal à 2. Pourquoi supérieur ou égal à 2? Parce que M' n'est pas d'ordre 1, puisque si M' était d'ordre 1, ok, ça voudrait dire que M' égale in. Or ici on voit bien que M' n'est pas égal à in, ok, puisque ici on a quelque chose de non nul, et ici on a quelque chose de non nul, parce que si c'était nul, ça serait dans Pmn2Z, or c'est pas dans Pmn2Z. Donc tout ça c'est non nul, ok, donc M' c'est in plus quelque chose de non nul, ok, ça peut pas être égal à in. Donc M' n'est pas d'ordre m égale 1. Et donc on revient un peu sur notre postulat de départ, puisque je vous rappelle que c'était aussi le postulat pour M, notre matrice M au tout début, on avait supposé qu'il était d'ordre fini, M supérieur ou égal à 1.
supérieur ou égal à 2, vous savez, vous avez mis en attention, m était différent de in. Ce qui voulait dire l'ordre de m était plus grand que 2 en fait. Mais donc, si on applique finalement le même raisonnement ici, le même raisonnement qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on était parti de m égale in plus p puissance r n, et juste à partir de ça, on avait montré, ah ok, mais en fait p divise m. Ok? Et bien là, pareil, vous allez montrer que p divise m', ici, en utilisant ça, mais avec le nouvel ordre de multiplicité. Et vous pouvez l'utiliser parce que, en fait, vous l'avez démontré pour m, si c'était vrai pour m, c'est vrai pour m', puisque m' vérifie les mêmes hypothèses que m, en fait. Et donc p divise m'. Mais comme m', je vous rappelle que c'est quand même m sur p, mais ça veut dire que p carré divise m, du coup. Mais si p carré divise m, oui, parce que p divise m, et p divise encore m', donc divise donc p carré divise m. Mais comme si p carré divise m, en fait à chaque fois vous recommencez. Ça je l'ai fait une fois, mais vous le refaites encore une fois. Et vous arrivez à p3 divise m. Et en fait vous pouvez ne jamais vous arrêter. Et donc pk divise m pour tout k. Mais ça c'est pas possible, puisque m est plus grand que 2. Si m est plus grand que 2, m il est fixé, il peut pas être divisible par pk puissance k pour tout k. Si p est supérieur à 3, attention, hein, parce que p est bien supérieur à 3 ici. Donc c'est absurde. Et ben voilà, on a montré notre absurdité. En fait, vous faites un peu pas cette récurrence, c'est pas une récurrence, mais c'est voilà le raisonnement répété. Il y aura un moyen de l'écrire formellement, mais là c'est pas le but. Et donc du coup, absurde. C'est impossible ça. Donc le postulat de départ était faux en fait. On a que m n'appartient jamais à p. Pardon, m moyenne n'appartient jamais à p mn de z. Ok. C'était juste un petit résultat comme ça. Voilà, bah ça. C'est utile en fait parce que ça fait manipuler quand même pas mal de calculs et tout. C'est pour montrer que parfois on a l'impression que les questions sont dures. Mais en fait, juste en se plongeant dedans, on n'a pas utilisé des outils de fou. Et en fait, ça marche bien. Voilà. Donc, bah, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. On pourrait aller plus loin en revenant un peu au groupe Diedro, etc. Faire un truc vraiment complet. Mais là, c'est long. J'avais dit 20 minutes, alors que c'est vraiment 50 minutes. Donc, on va s'arrêter.